En 1870, l'Europe vit dans une paix relative depuis plusieurs années. La France de Napoléon III domine le continent depuis 2 décennies. L'armée française a conquis l'Algérie, vaincu les Russes en Crimée, battu les Autrichiens en Italie. Sur le papier, c'est la plus puissante force militaire d'Europe. Mais au-delà du Rhin, un changement s'opère. La Prusse construit méthodiquement sa puissance sous la direction d'un homme, Otto von Bismarck. Bismarck a un objectif clair, unifier l'Allemagne sous l'autorité prussienne. En 1866, la Prusse écrase l'Autriche à Sadowa. Cette victoire permet la création de la Confédération d'Allemagne du Nord, regroupant 21 États allemands. Mais les États du Sud, la Bavière, le Wurtemberg, le Grand-Duché de Bade, restent indépendants. Pour achever son œuvre, Bismarck doit vaincre le principal obstacle, la France. Il l'affirme sans détour dans ses écrits. « Je ne doutais pas de la nécessité d'une guerre franco-allemande avant de pouvoir mener à bien la construction d'une Allemagne unie. » Le chancelier prussien élabore son plan avec une précision chirurgicale. Il ne veut pas apparaître comme l'agresseur aux yeux de l'Europe. Il faut que la France déclare la guerre la première. Ainsi, les États allemands du Sud seront obligés de venir en aide à la Prusse selon les traités d'alliance défensive signés en 1866. Bismarck attend le moment propice. En septembre 1868, la reine d'Espagne Isabelle II abdique et quitte le trône pour suivre son dernier amant. Le pays cherche un nouveau souverain. Bismarck voit l'occasion rêver. Il propose secrètement la couronne espagnole au prince Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen, un cousin du roi de Prusse Guillaume Ier. Le choix n'a rien d'anodin. Placer un Hohenzollern sur le trône d'Espagne signifierait pour la France un encerclement stratégique, coincé entre la Prusse à l'est et une Espagne prussienne au sud. Les négociations restent secrètes pendant près de 2 ans. Léopold hésite, refuse d'abord, puis finit par accepter sous la pression de Bismarck. Le 21 juin 1870, les journaux espagnols annoncent officiellement sa candidature. La nouvelle arrive à Paris le 3 juillet comme un coup de tonnerre. L'indignation explose immédiatement. La presse française hurle à la provocation. Dans les rues de Paris, on scande « à Berlin ». Les députés de l'opposition accusent le gouvernement de faiblesse face aux Prussiens. Napoléon III se trouve dans une position délicate. L'empereur a 62 ans. Il souffre de calculs rénaux qui le font atrocement souffrir. Mais il ne peut pas laisser passer cet affront sans réagir. Le 6 juillet, lors d'un conseil des ministres, il déclare être prêt à faire la guerre si la candidature n'est pas retirée. Le duc de Gramont, ministre des Affaires étrangères, prononce un discours belliqueux devant le corps législatif. L'ambassadeur français Benedetti reçoit l'ordre de se rendre à Ems, une ville d'eau proche de Coblence, où le roi Guillaume Ier prend les eaux, pour exiger le retrait de cette candidature. Le 13 juillet, Benedetti rencontre Guillaume Ier lors de sa promenade matinale dans le parc thermal d'Ems. L'entrevue reste courtoise. Quelques heures plus tard, le roi reçoit une lettre du prince Léopold confirmant qu'il renonce au trône espagnol. Guillaume Ier fait immédiatement transmettre la nouvelle à l'ambassadeur français par son aide de camp. L'affaire pourrait s'arrêter là. Mais à Paris, le clan belliciste mené par l'impératrice Eugénie et le duc de Gramont ne s'estime pas satisfait. Ils exigent que le roi de Prusse donne des garanties écrites que jamais plus un prince prussien ne posera sa candidature au trône d'Espagne. Le 13 juillet au soir, Benedetti retourne voir Guillaume Ier pour lui transmettre cette nouvelle exigence. Le roi refuse poliment mais fermement de donner de telles garanties. Il fait savoir à l'ambassadeur qu'il n'a plus rien à lui communiquer sur ce sujet. Un compte-rendu télégraphique de cet échange est envoyé à Berlin où Bismarck dîne avec le général von Moltke, chef d'état-major prussien, et le général Rhône, ministre de la guerre. Quand la dépêche arrive, Bismarck la lit attentivement. D'abord déçu que l'affaire se termine ainsi, il se ressaisit rapidement. Prenant un crayon, il raccourcit drastiquement le texte, supprime des phrases entières, en réécrit d'autres. La version originale mentionnait que le roi avait reçu la lettre de renonciation du prince Léopold et qu'il n'avait donc rien à ajouter. Bismarck coupe ce passage crucial. Il ajoute que le roi a refusé de recevoir encore l'ambassadeur français et lui a fait dire par l'aide de camps de service que Sa Majesté n'avait plus rien à communiquer à l'ambassadeur. Les mots « de service » et « refuser de recevoir »
transforment un simple désaccord diplomatique en affront public. Bismarck ne falsifie pas les faits, mais leur donne une tournure insultante. Le chancelier demande à Moltke si l'armée prussienne est prête. Le général répond par l'affirmative. Bismarck ordonne alors la publication immédiate de sa version dans la presse. Le soir même du 13 juillet à 22 h, des milliers d'exemplaires d'une édition spéciale de la Deutsche Allgemeine Zeitung sont distribués gratuitement dans les rues de Berlin. Le texte présente l'ambassadeur français comme harcelant le roi de Prusse sur son lieu de cure, exigeant des engagements humiliants. À Paris, la dépêche arrive par les agences de presse dans la nuit. Le lendemain matin, tous les journaux français la reproduisent. La réaction est immédiate et explosive. Des deux côtés du Rhin, l'opinion publique s'enflamme. À Berlin, les manifestants réclament la guerre contre l'arrogance française. À Paris, la foule envahit les boulevards en criant « À Berlin !» Le 14 juillet, les députés français se réunissent. Adolphe Thiers, 83 députés républicains et Gambetta supplient qu'on leur communique toutes les pièces diplomatiques pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Thiers avertit « Vous n'êtes pas prêts. Cette guerre que vous vous apprêtez à faire est une folie. » Mais la majorité refuse d'attendre. Le soir même, sa maison est lapidée par des manifestants. Le 15 juillet, le vote des crédits de guerre obtient 425 voix contre 10. Le 19 juillet 1870 à 13 h, l'ambassadeur français remet officiellement la déclaration de guerre au ministre des Affaires étrangères prussien. Bismarck a réussi son coup. La France apparaît comme l'agresseur aux yeux de l'Europe. Les États allemands du Sud se rallient immédiatement à la Prusse par solidarité germanique et en vertu des traités d'alliance. L'unification allemande se réalise dans le feu de la guerre. Au moment où la guerre éclate, la France se croit invincible. Le maréchal Leboeuf, ministre de la guerre, déclare avec assurance que l'armée française est prête, archi-prête, et qu'il ne manque pas un bouton de guêtre. Cette confiance repose sur des victoires passées et une armée qui passe pour la meilleure d'Europe. Mais la réalité est tout autre. L'armée française n'est absolument pas prête à affronter la machine de guerre prussienne. Sur le papier, la France peut aligner 639 000 hommes. Dans les faits, au moment de la mobilisation, seuls 250 000 soldats sont réellement opérationnels. L'armée française fonctionne sur un système de recrutement défaillant. Chaque année, un contingent est tiré au sort pour servir 7 ans. La majorité des appelés constituent une réserve qui reste chez elle, sans recevoir aucune instruction militaire faute de crédit. La loi Niel de 1868 a bien tenté de créer une garde mobile pour renforcer les effectifs, mais celle-ci n'a jamais été convoquée pour s'entraîner. Résultat, quand la guerre commence, ces hommes ne savent même pas charger un fusil. L'organisation territoriale aggrave encore la situation. Le pays est divisé en 7 grands commandements militaires: Paris, Lille, Nancy, Lyon, Toulouse, Tours et Alger. Ces structures administratives ne correspondent pas aux besoins d'une armée en campagne. Les régiments ne connaissent pas leurs unités sœurs. Les officiers ne savent pas avec qui ils vont combattre. Au moment de la mobilisation, c'est le chaos. Les hommes arrivent dans des dépôts où manquent les uniformes, les armes, les chevaux. Certains régiments n'ont que la moitié de leurs effectifs théoriques. Le commandement français présente des failles béantes. Napoléon III prend nominalement la tête de l'armée, mais il est malade et n'a jamais montré de talent militaire particulier. Le maréchal Leboeuf, qu'il charge de diriger les opérations, est un excellent officier d'artillerie, mais ne connaît rien au service d'état-major. Les généraux sous ses ordres ont gagné leur galon dans les guerres coloniales en Algérie, au Mexique ou en Italie. Ces campagnes leur ont donné une expérience inadaptée aux conflits qui se préparent. Habitués à des combats contre des adversaires techniquement inférieurs, ils ne comprennent pas la guerre moderne qui s'annonce. L'état-major ne possède même pas de carte complète des régions frontalières. Les officiers doivent se contenter de croquis tracés à la hâte. La coordination entre les différentes armes, infanterie, cavalerie, artillerie, est inexistante. Chacun agit de son côté sans plan d'ensemble. Côté matériel, la situation est contrastée. Les Français disposent du fusil chassepot, une arme excellente mise en service en 1866. Avec une portée de 600 mètres, il surpasse largement le fusil prussien Dreyse. La France possède aussi une innovation, le canon à balles de Réfi, ancêtre de la mitrailleuse, capable de tirer 75 coups par minute.
Mais l'artillerie de campagne reste médiocre. Les canons français en bronze se chargent par la bouche, un système dépassé. Pire encore, les attelages pour déplacer ces canons sont incomplets. Il manque en moyenne 15 à 20 chevaux par escadron de cavalerie. La logistique est catastrophique. Le service de l'intendance, qui doit ravitailler les troupes, manque de moyens de transport. Les soldats partent en campagne surchargés. Chaque homme doit porter sur lui 90 cartouches, sa tente-abri, son équipement, ses vivres, le tout pèse plusieurs dizaines de kilos. La fameuse tente-abri, héritée des campagnes africaines, devient un calvaire une fois mouillée par la pluie. Face à cette armée française désorganisée, la Prusse aligne une force militaire d'une efficacité redoutable. Le système prussien repose sur le service militaire obligatoire, créé après les défaites napoléoniennes de 1806. Tous les hommes valides servent 3 ans dans l'armée active, puis passent 4 ans dans la réserve, avant d'intégrer la Landwehr territoriale. Ce système fournit des effectifs massifs parfaitement instruits. Au moment de la déclaration de guerre, la Prusse peut mobiliser immédiatement 506 000 hommes organisés en 3 armées. À ces forces s'ajoutent 200 000 soldats des États allemands du Sud, bavarois, wurtembergeois, badois, qui rejoignent le combat. L'armée prussienne dispose également de réserves considérables qui peuvent être déployées rapidement. Au total, plus de 800 000 hommes bien entraînés peuvent entrer en campagne. L'organisation prussienne est d'une cohérence remarquable. Les corps d'armée existent déjà en temps de paix. Les généraux connaissent leurs subordonnés, ont établi des procédures d'instruction communes, ont l'habitude de manœuvrer ensemble. Cette cohésion organique a été renforcée lors des guerres de 1863 et 1866. Chaque soldat sait exactement quel est son rôle, où il doit se rendre, avec qui il combat. Le chef d'état-major prussien, le général Helmuth von Moltke, est un tacticien de génie. À 70 ans, il a déjà vaincu les Danois en 1864 et les Autrichiens en 1866. Moltke a révolutionné l'art de la guerre en intégrant les nouvelles technologies. Il utilise le télégraphe pour coordonner ses armées, le chemin de fer pour déplacer rapidement les troupes. Son plan de campagne est d'une simplicité redoutable. Concentrer 3 armées entre la Moselle et le Rhin, séparer les forces françaises d'Alsace du reste de l'armée, leur couper la route de Paris, puis foncer sur la capitale. L'artillerie prussienne constitue un atout décisif. Les canons Krupp en acier se chargent par la culasse, ce qui permet une cadence de tir bien supérieure aux canons français. Chaque pièce peut tirer 6 coups par minute contre 2 pour les Français. L'armée prussienne dispose de 780 canons de campagne contre 560 pour les Français à Sedan. Cette supériorité en artillerie va jouer un rôle crucial dans toutes les batailles. Le service de ravitaillement prussien fonctionne à la perfection. Les trains de l'intendance suivent les troupes, assurent le réapprovisionnement en munitions, en vivres, en fourrage pour les chevaux. Les services de santé sont organisés avec des ambulances mobiles et des hôpitaux de campagne. Rien n'a été laissé au hasard. Bismarck a aussi manœuvré sur le plan diplomatique pour isoler totalement la France. L'Autriche, vaincue en 1866, n'a aucune envie de voler au secours des Français. L'empereur François-Joseph a rappelé dès le 17 juin 1870 qu'il ne se considérait pas lié à la France. L'Italie reste neutre, tout comme la Russie et la Grande-Bretagne. En août 1870, ces puissances forment même une Ligue des neutres pour afficher leur neutralité. La France se retrouve seule face à toute l'Allemagne. La guerre commence par un succès français trompeur. Le 2 août, l'armée française lance une attaque sur Sarrebruck et remporte une victoire facile contre une petite garnison prussienne. C'est la seule victoire française de toute la campagne. Napoléon III, présent avec son fils de 14 ans, le prince impérial, télégraphie à l'impératrice Eugénie « Louis a reçu son baptême du feu ». Mais cette victoire sans importance fait perdre du temps précieux. Pendant que les Français s'attardent à Sarrebruck, Moltke met son plan à exécution. Les 3 armées prussiennes convergent vers l'Alsace et la Lorraine. Le 4 août, la première armée prussienne franchit la frontière et attaque Wissembourg. La petite garnison française résiste héroïquement, mais est écrasée par le nombre. Les Prussiens prennent la ville en quelques heures. 2 jours plus tard, le 6 août,
2 défaites simultanées brisent l'armée française. En Alsace, le maréchal de MacMahon se retrouve face à la 3e armée prussienne, commandée par le prince héritier Frédéric Guillaume. La bataille de Freshwiller-Wörth tourne au désastre. Les Français combattent avec courage, mais sont submergés par l'artillerie prussienne. Les fameux cuirassiers français tentent une charge désespérée à Reichshofen pour couvrir la retraite de l'armée. Les escadrons se lancent au galop contre les lignes prussiennes. Le spectacle est magnifique mais suicidaire. Les canons prussiens les déciment. Sur 800 cavaliers engagés, plus de la moitié sont tués ou blessés. La cavalerie, qui avait encore joué un rôle important pendant la guerre de sécession 5 ans plus tôt, montre sa totale obsolescence face à la puissance de feu moderne. MacMahon doit abandonner l'Alsace et battre en retraite vers l'ouest. Le même jour en Lorraine, le général Frossard subit une défaite tout aussi grave à Forbach-Spicheren. Son 2e corps d'armée occupe de bonnes positions sur les hauteurs, mais les Prussiens attaquent avec une furie incroyable. Leurs canons pilonnent les positions françaises pendant des heures. L'infanterie prussienne lance assaut sur assaut malgré les pertes. En fin d'après-midi, les Français épuisés doivent céder le terrain. La Lorraine est ouverte aux envahisseurs. Ces 2 défaites du 6 août détruisent le prestige militaire français. En une seule journée, la France perd l'Alsace et la Lorraine. Les nouvelles arrivent à Paris dans la soirée. C'est la consternation. Le ministre Émile Ollivier tombe. Un nouveau gouvernement est formé sous la direction du général de Palikao. Mais il est trop tard pour redresser la situation. Les conséquences diplomatiques sont immédiates. L'Autriche et l'Italie, qui auraient pu envisager d'entrer en guerre aux côtés de la France en cas de victoire française, comprennent que l'armée de Napoléon III n'est pas à la hauteur. Elle renonce définitivement à toute intervention. Le Danemark, qui espérait se venger de sa défaite de 1864 contre la Prusse, reste lui aussi l'arme au pied. La France est définitivement isolée. Après les défaites d'Alsace et de Lorraine, Napoléon III prend une décision fatale. Il nomme le maréchal Bazaine commandant en chef de toutes les forces françaises. Ce choix s'avère désastreux. Bazaine a 59 ans, une carrière brillante derrière lui, mais il manque totalement de vision stratégique. Pire encore, il se méfie de la République qu'il voit poindre derrière la défaite de l'Empire. Bazaine rassemble les troupes françaises autour de Metz, la grande forteresse lorraine. Il dispose de 170 000 hommes, la plus grande partie de l'armée française. Son plan consiste à tenir Metz, espérant que les Prussiens useront leur force en tentant de prendre cette place forte imprenable. Mais Moltke ne tombe pas dans le piège. Il n'a aucune intention d'assiéger Metz. Son objectif est de couper les Français de Paris. Du 14 au 18 août, une série de batailles sanglantes se déroule autour de Metz. À Borny, Raisonville, Mars-la-Tour, Gravelotte, Saint-Privat, les Français combattent avec un courage désespéré. Les pertes sont effroyables des 2 côtés. À Saint-Privat, la garde prussienne perd 8000 hommes en quelques heures face au feu des chassepots français. Mais à chaque fois, les Prussiens parviennent à maintenir leur étreinte. Progressivement, Bazaine se retrouve encerclé dans Metz. Le 20 août, l'encerclement est complet. Bazaine et ses 170 000 hommes sont prisonniers dans la ville. Le maréchal pourrait tenter une sortie en force, sacrifier une partie de ses troupes pour percer les lignes prussiennes. Il ne le fait pas. Pendant plus de 2 mois, l'armée du Rhin va rester enfermée dans Metz sans combattre pendant que le reste de la France se fait écraser. Cette passivité inexplicable fera condamner Bazaine pour trahison après la guerre. Avec Bazaine bloqué à Metz, MacMahon tente de reformer une armée à Châlons-sur-Marne avec les débris des corps vaincus en Alsace. Le camp de Châlons rassemble environ 140 000 hommes. L'état-major français élabore un plan. Foncer vers le sud pour couvrir Paris. C'est la stratégie logique. Mais à Paris, l'impératrice Eugénie et le gouvernement Palikao refusent cette option. Ils exigent que MacMahon marche vers le nord pour débloquer Bazaine à Metz. MacMahon objecte que c'est de la folie. Son armée vient d'être battue, elle manque d'équipement, le moral des troupes est au plus bas. Marcher vers le nord signifie s'éloigner de Paris et prendre le risque d'être intercepté par les Prussiens. Mais le gouvernement insiste. On invoque l'honneur militaire, on ne peut pas abandonner Bazaine. En réalité, l'impératrice et son entourage pensent qu'une victoire contre les Prussiens est la seule chance de sauver l'Empire qui vacille. Le 23 août,
MacMahon s'incline et met son armée en marche vers le nord-est. Napoléon III, malade et souffrant, accompagne les troupes. Le mouvement de 140 000 hommes vers Montmédy ne peut pas rester secret. Les journaux français en parlent. Moltke est immédiatement informé. C'est exactement ce qu'il espérait. Il ordonne à ses armées de pivoter vers le nord pour intercepter les Français. La marche devient un calvaire. Les soldats français avancent sous une chaleur écrasante. Ils parcourent 25 à 30 km par jour en portant leurs lourds équipements. Les hommes tombent d'épuisement sur les routes. Les ordres, contre-ordres, marches et contre-marches se succèdent. MacMahon ne sait plus vraiment où aller. Il hésite, change de direction, perd un temps précieux. Pendant ce temps, les armées prussiennes convergent vers lui comme des mâchoires d'étau. Le 29 août, le 5e corps français est accroché à Nouart. Le lendemain 30 août, il est écrasé à la bataille de Beaumont. Les Prussiens se jettent sur les Français avec une violence inouïe. En quelques heures, le 5e corps cesse pratiquement d'exister. MacMahon comprend qu'il est pris au piège. Toutes les routes vers le sud sont coupées. Il ne peut plus reculer vers Paris. La seule option qui reste est de se réfugier dans la place forte de Sédan, à quelques kilomètres de la frontière belge. Le 31 août, l'armée française arrive à Sedan dans le plus grand désordre. La ville est située au fond d'une cuvette entourée de collines. C'est une position indéfendable pour une grande armée. Le général Ducrot le dit clairement à MacMahon. « Nous sommes dans un pot de chambre et nous allons nous faire chier dessus. » Mais il est trop tard pour aller ailleurs. Sedan peut accueillir quelques milliers d'hommes dans ses fortifications du XVIIe siècle. Pas 120 000. Les soldats français s'entassent dans la ville et ses faubourgs. Certains s'installent sur les pentes des collines environnantes. L'artillerie française prend position tant bien que mal. Les généraux tiennent conseil. Napoléon III a pris la précaution d'éloigner le prince impérial, mais lui-même reste avec l'armée. Pendant la nuit du 31 août au 1er septembre, les Prussiens prennent position. La 3e armée du prince héritier de Prusse occupe les hauteurs à l'ouest, vers Frénois et Donchéry. La 4e armée du prince Albert de Saxe se déploie à l'est vers Daigny. Au sud, d'autres unités prussiennes ferment le cercle. Au total, 200 000 soldats allemands, avec 780 canons, encerclent les Français sur 3 côtés. Le 4e côté bute sur la frontière belge toute proche. Le 1er septembre, à l'aube, le déluge de feu commence. À 4 heures du matin, l'artillerie prussienne ouvre le feu. Des centaines de canons crachent leurs obus sur les positions françaises. Les projectiles pleuvent sans discontinuer. La supériorité de l'artillerie prussienne devient écrasante. Les canons français tentent de répliquer, mais sont méthodiquement détruits les uns après les autres. À 6 heures, MacMahon inspecte les positions de ses troupes près du village de Balanne. Un obus prussien éclate à quelques mètres de lui. Des éclats d'obus le frappent à la cuisse. Grièvement blessé, le maréchal doit abandonner le commandement. Le général Ducrot le remplace, mais doit presque immédiatement s'effacer devant le général de Wimpfen, qui dispose d'un ordre écrit du ministre l'autorisant à prendre le commandement en cas d'empêchement de MacMahon. Ces changements de commandement en pleine bataille sèment la confusion dans l'armée française. Les soldats français se battent avec un courage désespéré. Au village de Bazeilles, les troupes de marine et les chasseurs d'Afrique résistent héroïquement contre les Bavarois. Maison par maison, rue par rue, les combats font rage. Le peintre Alphonse de Neuville immortalisera cette résistance dans son tableau « Les dernières cartouches ». Mais rien n'y fait. Les Bavarois finissent par prendre le village dans l'après-midi au prix de lourdes pertes. Sur le plateau d'Illy, au nord de Sedan, la cavalerie française tente plusieurs charges pour desserrer l'étau. À 11 heures, les chasseurs d'Afrique du général Marguerite se lancent contre les lignes prussiennes. Marguerite est abattu au début de la charge. Ses hommes continuent dans un élan suicidaire. Les canons prussiens les fauchent par dizaines. Les escadrons qui parviennent jusqu'aux fantassins prussiens sont repoussés à la baïonnette. Une 2e charge à midi connaît le même sort. Une 3e charge à 13 heures par la division de cavalerie du général de Galifette est tout aussi sanglante. Sur les hauteurs environnantes, le roi Guillaume Ier observe la bataille avec ses généraux. Devant ces charges magnifiques et inutiles, il s'écrie « Ah, les braves gens !» En début d'après-midi,
la situation française devient désespérée. Les Prussiens ont réussi leur jonction à Illy. L'encerclement est complet. Les soldats français refluent en désordre vers Sedan. Les obus pleuvent sur la ville elle-même. Les maisons brûlent. Les rues sont encombrées de fuyards. Vers 16 heures, le roi Guillaume ordonne de bombarder directement la ville pour en finir. Les projectiles tombent sur les civils et les soldats entassés. C'est un carnage. Napoléon III comprend que tout est perdu. Depuis le début de la bataille, il erre sur le champ de bataille, cherchant peut-être une balle prussienne qui mettrait fin à ses souffrances et à son déshonneur. Il n'a pas cette chance. Vers 17 heures, il ordonne de hisser le drapeau blanc sur les fortifications. Les combats cessent progressivement vers 18 heures. La question se pose alors. Faut-il demander un armistice ou capituler? L'armistice est une décision politique qui permettrait de négocier la paix et peut-être de sauver l'Empire. C'est ce que souhaitent les Prussiens, qui craignent qu'une capitulation entraîne la chute de Napoléon III et l'arrivée au pouvoir d'un régime républicain jusqu'au boutiste. Mais l'empereur choisit la capitulation pure et simple. Il veut préserver les chances de la France dans les négociations futures. Le soir du 1er septembre, Napoléon III écrit au roi Guillaume « N'ayant pas pu mourir au milieu de mes troupes, il ne me reste qu'à remettre mon épée entre les mains de votre majesté. » Le général de Wimpfen se rend au château de Bellevue pour négocier avec Moltke et Bismarck. Les conditions prussiennes sont impitoyables. Toute l'armée française devient prisonnière, plus de 80 000 hommes. Tout le matériel doit être livré. Les Prussiens ne font aucune concession. Le 2 septembre au matin, l'acte de capitulation est signé. La France perd en une seule journée son armée principale, son empereur et son prestige militaire. Les pertes françaises sont catastrophiques. 3 000 morts, 14 000 blessés et 21 000 prisonniers sur le champ de bataille. À cela s'ajoutent les 83 000 hommes capturés avec tout leur équipement. Les Prussiens ne déplorent que 9 000 pertes, dont 2 000 morts. L'écart est terrifiant. Napoléon III rencontre Guillaume Ier le 2 septembre à 9 heures du matin dans une modeste maison de Tisserand au bord de la route entre Sedan et Carignan. La rencontre est glaciale. Guillaume traite l'empereur vaincu avec une correction distante, mais ne lui accorde aucune faveur politique. Bismarck observe la scène avec satisfaction. Son plan a fonctionné à la perfection. À Paris, on attend des nouvelles avec angoisse. Le 3 septembre, les dépêches confirment le désastre. Sedan est tombé. L'empereur est prisonnier. L'armée a capitulé. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. La foule envahit les rues. Aux Tuileries, l'impératrice Eugénie est effondrée. Elle comprend que c'est la fin. Le 4 septembre, la Révolution éclate. Dès l'aube, les Parisiens convergent vers le Palais Bourbon où siège le corps législatif. À 13 heures, la foule envahit la salle des séances. Les députés républicains Gambetta, Jules Favre, Jules Ferry prennent la parole. Ils proclament la déchéance de l'Empire. La foule crie « Vive la République !» Le cortège se rend à l'hôtel de ville où un gouvernement provisoire de la défense nationale est proclamé. Le général Trochu devient président, Jules Favre ministre des Affaires étrangères, Gambetta ministre de l'Intérieur. L'impératrice Eugénie s'enfuit des Tuileries par une porte dérobée. Avec l'aide de son dentiste américain et de l'ambassadeur d'Autriche, elle gagne Deauville puis l'Angleterre, où elle retrouvera son mari après sa libération. Le Second Empire s'effondre sans résistance. Personne ne le défend. Les foules qui criaient « À Berlin !» 3 semaines plus tôt renversent le régime dans l'indifférence générale. Le nouveau gouvernement républicain déclare qu'il continuera la guerre jusqu'à la victoire. Jules Favre lance un appel solennel. « Nous ne céderons ni un pouce de notre territoire, ni une pierre de nos forteresses. » Gambetta parcourt le pays pour organiser la levée en masse. Des centaines de milliers d'hommes sont mobilisés. Mais il est déjà trop tard. Débarrassés de l'armée de MacMahon, les Prussiens foncent vers Paris. Moltke lance ses 3 armées dans une marche forcée. Les soldats allemands progressent de 25 à 30 km par jour. Rien ne les arrête. Les quelques garnisons françaises qui tentent de résister sont balayées. Le 6 septembre, les Prussiens franchissent la Marne. Le 19 septembre, les premières unités prussiennes arrivent devant Paris. L'encerclement de la capitale commence immédiatement. Paris dispose de fortifications modernes construites sous Louis-Philippe et Napoléon III.
Une ceinture de remparts de 33 km entoure la ville. À l'extérieur, 16 forts détachés forment une seconde ligne défensive. La garnison compte théoriquement 400 000 hommes, mais la plupart sont des mobiles sans formation. Le général Trochu dispose de quelques régiments réguliers qui ont échappé au désastre d'août et septembre. Les Prussiens établissent leurs lignes à distance respectable des forts français. Ils ne veulent pas perdre des hommes dans un assaut frontal. Moltke préfère affamer Paris. Le 19 septembre, le blocus est complet. Plus rien ne peut entrer ou sortir de la capitale. Les 2 millions de Parisiens sont coupés du reste de la France. En province, les armées prussiennes poursuivent leur avancée. Strasbourg résiste depuis début août, mais tombe le 27 septembre après 46 jours de siège. La garnison capitule. Les Prussiens trouvent dans les arsenaux de la ville 130 canons et 10 000 fusils. Toul capitule le 23 septembre après quelques jours de bombardement. Verdun tombe le 8 novembre. Une à une, les places fortes françaises se rendent. Seul Metz tient encore avec l'armée de Bazaine, enfermée depuis le 20 août. Pendant 2 mois, 170 000 soldats français restent bloqués dans la ville sans rien faire. Bazaine engage des négociations secrètes avec les Prussiens. Il propose de marcher sur Paris avec son armée pour rétablir l'Empire et conclure la paix. Les Prussiens jouent le jeu pour gagner du temps, mais n'ont aucune intention d'accepter. Le 27 octobre, privé de vivres, Bazaine capitule. L'armée du Rhin, la plus puissante force française, se rend sans avoir vraiment combattu depuis août. Pendant ce temps, Gambetta a quitté Paris en ballon le 7 octobre pour organiser la résistance en province. Il s'installe à Tours, puis à Bordeaux. Son énergie est phénoménale. Il crée de nouvelles armées à partir de rien. Les décrets de mobilisation appellent tous les hommes valides sous les drapeaux. Des usines sont transformées en fabriques d'armes. Des milliers de fusils chasse-peau sortent chaque jour des ateliers de Châtellerault. Des canons sont coulés à Saint-Étienne. En quelques semaines, 3 nouvelles armées sont constituées. L'armée de la Loire, l'armée du Nord, l'armée de l'Est. Mais ces armées improvisées manquent de tout. Les recrues n'ont reçu aucune formation militaire. Beaucoup ne savent même pas tirer. Les officiers compétents sont rares. Ceux qui ont survécu aux batailles d'août sont prisonniers ou enfermés dans Paris. Les généraux disponibles sont souvent des officiers médiocres ou des politiciens en uniforme. Le matériel manque, les uniformes manquent, les chaussures manquent. Malgré ces handicaps, les nouvelles armées françaises remportent quelques succès locaux. Le 9 novembre, l'armée de la Loire reprend Coulmiers et libère temporairement Orléans. C'est la première vraie victoire française depuis le début de la guerre. L'enthousiasme est immense. On croit à nouveau à la victoire. Mais les Prussiens réagissent rapidement. Moltke a vu tomber Metz le 27 octobre. Il dispose maintenant de troupes supplémentaires. Il envoie des renforts vers la Loire. Le prince Frédéric-Charles arrive avec son armée et reprend l'offensive. Le 2 décembre, les Français sont battus à Loigny. Le 4 décembre, Orléans est reprise par les Prussiens. L'armée de la Loire doit battre en retraite vers le sud. Au nord, le général Feiderbe tente de créer une diversion avec l'armée du Nord. Ses troupes remportent quelques succès mineurs, mais sont battues à Saint-Quentin le 19 janvier 1871. Dans l'Est, le général Bourbaki lance une offensive désespérée pour couper les lignes de communication prussiennes. Son armée de 150 000 hommes marche dans la neige et le froid vers Belfort. Mais les Prussiens la repoussent. Bourbaki, démoralisé, tente de se suicider d'une balle dans la tête mais ne réussit qu'à se blesser. Son armée, acculée à la frontière suisse, doit se réfugier en Suisse où elle est internée en février 1871. Dans Paris assiégé, la situation devient chaque jour plus dramatique. Le gouvernement de la Défense nationale lance plusieurs sorties pour tenter de percer les lignes prussiennes. Le 30 novembre, une grande offensive est lancée. 80 000 soldats français attaquent les positions prussiennes à Champigny et Villiers. Les combats sont acharnés. Les Français progressent de quelques kilomètres, mais sont finalement repoussés. Les pertes sont lourdes, 12 000 Français contre 5 000 Prussiens. L'opération est un échec. Le 19 janvier 1871, une dernière tentative désespérée est menée à Buzenval. Le général Trochu lance 90 000 hommes contre les lignes allemandes. Les mobiles et les gardes nationaux se battent courageusement, mais sont massacrés par l'artillerie prussienne. En quelques heures,
La France perd 4000 hommes. Les Prussiens ne déplorent que 700 pertes. C'est la fin des espoirs de percer le blocus. À l'intérieur de Paris, la famine s'installe. Dès octobre, la viande se fait rare. En novembre, on abat les chevaux. En décembre, on mange les chiens et les chats. En janvier, on en est réduit à tuer les animaux du jardin des plantes. Les éléphants Castor et Pollux finissent en steak, on vend de la viande de rat sur les marchés. Le pain est rationné, les légumes disparaissent. Le froid de l'hiver aggrave encore les souffrances. Le charbon manque pour se chauffer. Les bombardements prussiens commencent le 5 janvier 1871. Bismarck a insisté pour que l'artillerie lourde pilonne Paris afin de briser le moral des Parisiens. Chaque nuit, des obus tombent sur les quartiers sud de la capitale. Les victimes civiles se comptent par dizaines. Les Parisiens creusent des abris dans les caves. La psychose s'installe. Mais contrairement à ce qu'espérait Bismarck, les bombardements renforcent la détermination des Parisiens à résister. Le moral de la population reste étonnamment élevé pendant longtemps. Les journaux publient des nouvelles optimistes. On croit que Gambetta va arriver avec ses armées. On espère une intervention étrangère, mais en janvier, l'espoir s'effondre. Les nouvelles des défaites en province finissent par filtrer. On comprend que personne ne viendra. Les émeutes éclatent. Le 22 janvier, les Parisiens affamés tentent de prendre d'assaut l'hôtel de ville. La garde nationale tire sur les émeutiers. Il y a des morts. Paris est au bord de la guerre civile. Pendant que Paris agonise, Bismarck achève son œuvre. Il a réussi à rallier tous les États allemands à la cause prussienne. Même les royaumes du Sud, Bavière, Wurtemberg, Bade, ont accepté de rejoindre un empire allemand unifié sous la couronne prussienne. Le 18 janvier 1871, une cérémonie grandiose se déroule dans la galerie des glaces du château de Versailles, siège du commandement prussien depuis septembre. Guillaume Ier est proclamé empereur allemand devant tous les princes et généraux allemands réunis. C'est un affront symbolique extraordinaire. Les Allemands proclament leur empire dans le palais même où Louis XIV avait affiché la gloire française. La guerre contre la France a permis d'unifier l'Allemagne. Le rêve de Bismarck est réalisé. Pour les Français, c'est l'humiliation suprême. Non seulement ils ont perdu la guerre, non seulement leur capitale est assiégée, mais en plus, l'ennemi utilise Versailles pour célébrer sa victoire. Cette proclamation à Versailles va empoisonner les relations franco-allemandes pour les 70 années suivantes. Le 23 janvier 1871, Jules Favre se rend au quartier général prussien à Versailles pour négocier un armistice. Paris ne peut plus tenir. Les stocks de vivres sont épuisés. La population meurt de faim. Les hôpitaux débordent de malades et de blessés. Il faut arrêter le massacre. Les conditions prussiennes sont dures. L'armistice est limité à Paris et ne concerne pas les opérations en province. La garnison de Paris doit rendre ses armes sauf 12 000 hommes pour maintenir l'ordre. Les forts autour de Paris doivent être remis aux Prussiens. Une indemnité de guerre de 200 millions de francs doit être payée immédiatement. L'armistice durera 21 jours pour permettre l'élection d'une assemblée nationale qui négociera la paix définitive. Jules Favre accepte. Le 28 janvier 1871, l'armistice entre en vigueur. Les canons se taisent enfin après 5 mois de guerre. Le bilan est catastrophique pour la France. L'armée française a perdu 140 000 morts, 150 000 blessés et près de 400 000 prisonniers. Les Prussiens déplorent 45 000 morts et 90 000 blessés. En termes de pertes, le ratio est d'environ 1 Prussien pour 2 Français. Mais les pertes matérielles et territoriales sont encore plus graves. La France va devoir céder l'Alsace et une grande partie de la Lorraine. Elle devra payer une indemnité de guerre colossale de 5 milliards de francs or. Elle devra subir une occupation militaire jusqu'au paiement complet de cette somme. La défaite est totale. La guerre de 1870 bouleverse l'équilibre européen. L'Allemagne devient la première puissance militaire du continent. Elle a démontré la supériorité de son système militaire, de son organisation, de son industrie. Le prestige français est détruit. La France, qui dominait l'Europe depuis Louis XIV, perd son statut de grande puissance. L'unification allemande crée un empire de 41 millions d'habitants au cœur de l'Europe. Ce nouvel État possède une industrie puissante, une armée redoutable, des ambitions mondiales.
l'équilibre des forces en Europe est rompu. Les anciennes puissances, France, Autriche, Russie, doivent s'adapter à cette nouvelle réalité. En France, les conséquences politiques sont immédiates. Le Second Empire disparaît. La Troisième République naît dans la défaite et l'humiliation. Mais avant de se stabiliser, elle doit affronter la Commune de Paris. Les Parisiens, furieux de l'armistice qu'ils considèrent comme une trahison, se révoltent en mars 1871. Pendant 2 mois, Paris connaît une guerre civile sanglante. La répression fera 20 000 morts. La perte de l'Alsace-Lorraine devient une blessure nationale. Pendant 50 ans, la France rêvera de revanche. Les manuels scolaires enseignent aux enfants à détester l'Allemagne. Les cartes de France montrent l'Alsace et la Lorraine en noir, avec la mention « province perdue ». Cette obsession de la revanche conduira directement à la Première Guerre mondiale. Sur le plan militaire, la guerre de 1870 marque un tournant. Elle démontre l'importance de la préparation, de l'organisation, de la logistique. Les armées ne peuvent plus improviser. Le service militaire obligatoire devient la norme dans toute l'Europe. Les états-majors étudient les leçons de cette guerre. La puissance de feu de l'artillerie et de l'infanterie moderne rend les charges de cavalerie obsolètes. Les fortifications traditionnelles ne suffisent plus face aux canons modernes. L'état-major français analyse ces erreurs. Le manque de préparation, l'absence de plan d'opération cohérent, la médiocrité du commandement, les carences logistiques, tout est passé au crible. Des réformes profondes sont engagées. L'armée française se reconstruit lentement. En 1914, elle sera prête à affronter à nouveau l'Allemagne. Mais en 1870, personne ne pense encore à une nouvelle guerre. La France panse ses plaies. Le traité de Francfort, signé le 10 mai 1871, officialise la cession de l'Alsace et de la Moselle. 1,6 million de Français deviennent allemands du jour au lendemain. Beaucoup choisissent d'émigrer en France plutôt que de rester sous domination prussienne. C'est un exode douloureux qui laisse des traces profondes. L'indemnité de guerre de 5 milliards de francs or représente une somme colossale, équivalente à environ un quart du revenu national français. Les Prussiens pensaient que la France mettrait des décennies à la payer. Ils se trompaient. Grâce à 2 emprunts nationaux qui rencontrent un succès phénoménal, la France parvient à réunir la somme en 3 ans. Le dernier soldat prussien quitte le territoire français le 16 septembre 1873. Cette capacité de la France à se redresser aussi rapidement impressionne l'Europe. La rapidité de la victoire prussienne stupéfie tous les observateurs militaires. En 6 semaines, du 19 juillet au 1er septembre, l'armée française principale est anéantie. La guerre aurait pu s'arrêter là, si le gouvernement républicain n'avait pas décidé de continuer. Même avec cette résistance prolongée, la guerre ne dure que 8 mois. Cette rapidité contraste avec les longues guerres napoléoniennes qui duraient des années. Les raisons de cette défaite éclair sont multiples mais peuvent se résumer en quelques points essentiels. La Prusse disposait d'un plan d'opération clair et cohérent, élaboré des années à l'avance par Moltke. La France n'avait aucun plan. Les Prussiens ont mobilisé leurs troupes en 2 semaines grâce au chemin de fer. Les Français ont mis 6 semaines dans le désordre le plus total. L'armée prussienne possédait une artillerie supérieure et savait l'utiliser. L'armée française avait de meilleurs fusils, mais une artillerie médiocre. Le commandement prussien fonctionnait efficacement avec un état-major compétent, des officiers bien formés, une chaîne de commandement claire. Le commandement français était chaotique avec des généraux incompétents, des changements de commandants en pleine bataille, une absence totale de coordination. La logistique prussienne assurait le ravitaillement des troupes. La logistique française était défaillante. Mais au-delà de ces aspects techniques, la différence fondamentale résidait dans la préparation. La Prusse s'était préparée à cette guerre pendant des années. Bismarck l'avait voulu et planifié. Moltke avait étudié chaque détail. L'armée prussienne avait testé son système lors des guerres de 1864 et 1866. La France s'était laissée surprendre. Elle croyait à sa supériorité militaire héritée des guerres napoléoniennes. Elle n'avait pas compris que la guerre moderne exigeait une préparation méticuleuse. Cette leçon sera retenue par tous les états-majors européens. Désormais, chaque pays prépare des plans d'opération détaillés pour toutes les guerres possibles. Les Allemands élaborent le plan Schlieffen pour envahir la France en cas de nouveau conflit.
Les Français préparent le plan 17 pour reprendre l'Alsace-Lorraine. Les Russes, les Autrichiens, tous les pays européens créent des plans de mobilisation et d'offensive. Cette course aux armements et à la planification militaire conduira à l'engrenage fatal de 1914. La guerre de 1870 marque aussi la fin d'une époque et le début d'une autre. C'est la dernière guerre où les souverains dirigent personnellement les armées sur le champ de bataille. Guillaume Ier et Napoléon III sont présents à Sedan. C'est aussi la dernière guerre avant l'invention de la mitrailleuse moderne, des gaz de combat, de l'aviation. La guerre de 1870 reste une guerre du XIXe siècle avec ses charges de cavalerie, ses colonnes d'infanterie, ses canons traînés par des chevaux. La guerre de 1914 sera tout autre chose. L'invasion de 1870 reste l'une des défaites les plus humiliantes de l'histoire française. En quelques semaines, une armée réputée invincible est écrasée. Un empire disparaît. Des provinces sont perdues. Cette catastrophe résulte d'une combinaison de facteurs. L'habileté diplomatique de Bismarck, la supériorité de l'organisation militaire prussienne, l'impréparation française, l'incompétence du commandement français. Mais cette défaite n'est pas une fatalité. Elle aurait pu être évitée si la France avait su lire les signes. La victoire prussienne de Sadowa en 1866 aurait dû alerter les stratèges français. L'efficacité de l'armée prussienne était évidente. Au lieu de tirer les leçons, la France s'est endormie sur ses lauriers. Quand la guerre éclate, il est trop tard pour combler le retard. Cette guerre laisse des cicatrices profondes dans la mémoire nationale française. La perte de l'Alsace-Lorraine devient une obsession. Le désir de revanche empoisonne les relations franco-allemandes pendant près d'un demi-siècle. Cette rancœur accumulée explosera en 1914 dans un conflit encore plus meurtrier. Mais la guerre de 1870 enseigne aussi des leçons importantes. Elle montre que la guerre moderne exige une préparation minutieuse, une organisation rigoureuse, un commandement compétent. Elle démontre l'importance de la technologie et de l'industrie dans les conflits. Elle révèle que le courage seul ne suffit pas face à un adversaire mieux préparé. Ces leçons restent pertinentes aujourd'hui. La rapidité de la défaite française en 1870 rappelle qu'aucune armée n'est invincible et que l'arrogance militaire est le premier pas vers la catastrophe.